Jour 1, 06h12. Ça commence par un silence étrange, celui des appareils qui ne bourdonnent plus. Les lampadaires sont éteints, les stores restent fermés, et le quartier a l'air d'avoir retenu son souffle. Au début, personne ne panique. On se dit « panne générale ». Ça va revenir. Comme on se rassure quand on entend une sirène au loin et qu'on espère que ce n'est pas pour nous. À 07h05, les téléphones s'affichent toujours aucun service. Et c'est là que quelque chose change dans les regards. Le réel se met à peser parce qu'il n'y a plus de notifications pour le distraire. À 08h00, les premiers sortent dans la rue, comme on sort vérifier la météo. On marche lentement, on écoute, on cherche un indice, une camionnette, un bruit de générateur, n'importe quoi qui prouve que ça tourne encore quelque part. Au coin de la rue, Samir, le voisin du bâtiment C, lève les bras et lance une blague sur le retour au Moyen-Âge. Tout le monde rit, mais c'est un rire court, un rire qui ne fait pas descendre la tension. À 08h40, quelqu'un dit que les bus ne passent plus, que la station-service est fermée, que la supérette a tiré le rideau. L'information circule à la vitesse d'une rumeur, et chaque bouche qui la répète la rend plus lourde. À 09h15, le premier comité naît sans vote, sans réunion officielle, juste parce que quelques personnes parlent plus fort que les autres. Karim, l'ancien pompier, commence à donner des consignes avec une assurance naturelle, comme si le quartier était son équipe. On entend « on va s'organiser », et ça sonne bien, ça sonne mature. On se sent presque fier, comme si la crise était l'occasion de prouver qu'on est de bons citoyens. À Dizy, on établit un point de ralliement devant l'immeuble du syndic. Parce que c'est le seul endroit où tout le monde sait se rendre. Les gens descendent avec des bouteilles d'eau, des chaises pliantes et des visages qui veulent croire à une journée bizarre, pas à un basculement. Quelqu'un propose une liste des personnes âgées et des familles avec bébés. On applaudit l'idée, parce qu'elle ressemble à ce qu'on voit dans les films, quand l'humanité se serre les coudes avant la fin du générique. À 11h20, la première dispute éclate pour quelque chose de ridicule. Un homme accuse un autre d'avoir déjà fait des réserves, et le ton monte trop vite pour une simple phrase. Le problème, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce que ça révèle. Dans la tête des gens, le stock des autres est déjà devenu une question publique. À midi, on parle de sécurité, pas parce qu'il y a eu un crime, mais parce que l'absence de police devient un vide mental. Et quand il y a un vide, quelqu'un finit toujours par vouloir le remplir. Karim propose de faire des tours dans les rues, juste pour rassurer. Il dit le mot « rassurer » comme un pansement, mais le quartier entend surtout « surveiller ». On improvise des binômes, on rigole même en se disant qu'on va jouer au gardien. C'est encore léger, encore presque un jeu, et c'est justement pour ça que c'est dangereux. À 14h30, une voiture inconnue passe lentement. Rien d'illégal, rien d'agressif, juste une voiture qui roule trop doucement. Les têtes se tournent, les discussions s'arrêtent, et pendant 3 secondes, tout le monde partage le même réflexe. Ils ne sont pas d'ici. La peur commence souvent comme ça, une simple différence de rythme. À 15h10, on décide de bloquer l'accès aux petites ruelles avec des bacs à fleurs déplacés. On appelle ça « ralentir le trafic ». Et personne ne dit le vrai mot. Le vrai mot, c'est « barrage ». Mais ce mot-là, il fait peur, alors on l'habille d'un langage propre. À 16h, un adolescent filme la scène et sa mère lui arrache le téléphone des mains. « On ne met pas ça sur Internet », dit-elle, comme si le problème était l'image et pas l'acte. Ce n'est pas seulement la panne qui coupe le monde, c'est le quartier qui commence à refermer sa porte. À 17h45, la supérette entrouvre finalement pour vendre ce qu'elle peut, en cash uniquement. Une file se forme en 10 minutes, et la file devient un thermomètre de la tension. Les gens ne parlent plus de la météo. Ils parlent de farine, d'eau, de bougies, comme si ces mots étaient des médicaments. À 18h30, un homme tente de passer devant, juste pour prendre du lait. 2 autres l'encerclent, pas violemment, mais assez pour que tout le monde comprenne que l'ordre est en train de naître sans uniforme. Le propriétaire de la supérette n'a même pas besoin d'intervenir. Le quartier se discipline tout seul, et ça donne l'impression d'être efficace. À 20h10, la nuit tombe, et avec elle, la sensation qu'on ne contrôle plus rien. Les fenêtres deviennent des aquariums noirs, et chaque bruit résonne comme un avertissement. On décide, pour la nuit, d'éteindre toutes les lumières visibles, au cas où. Personne ne sait exactement au cas où quoi, mais ça suffit. Jour 1, 23h40, un cri retentit à 3 rues de là. Il pourrait être banal, il pourrait être grave, mais l'absence d'information le rend énorme. 3 personnes se mettent à courir, puis s'arrêtent, puis reviennent. Elles ont peur d'aller trop loin, peur de tomber sur quelque chose qu'elles ne sauraient pas gérer. À minuit, Karim annonce un couvre-feu informel. Il ne le dit pas comme une loi, il le dit comme une recommandation, mais tout le monde entend l'interdiction. Et le plus troublant, c'est que personne ne proteste, parce que protester demanderait de croire que la normalité existe encore. Jour 2, 06h30, le quartier se réveille avec un nouveau vocabulaire. On dit secteur, patrouille,
point de contrôle, comme si ces mots avaient toujours fait partie de la vie quotidienne. Les gens qui n'étaient pas là hier découvrent que les règles ont changé pendant leur sommeil. Et c'est comme ça que les règles s'installent le mieux, quand elles apparaissent déjà en place. À 07h10, une feuille A4 est scotchée sur la porte du hall. Elle liste des consignes de sécurité, et au bas, un numéro de téléphone écrit à la main, comme un centre d'urgence improvisé. C'est là que la bascule devient visible, parce qu'une consigne écrite, c'est une autorité qui se matérialise. À 08h, les tours deviennent plus organisés et les binômes deviennent des groupes. On commence à discuter des horaires, des endroits, des angles morts, avec une précision qui ressemble trop à du sérieux. Quelqu'un dit « on doit contrôler les entrées ». Le mot « contrôler » passe sans que personne ne le rattrape. À 09h05, on installe un point de passage au croisement principal, 2 palettes, une chaîne légère, un ruban. Ce n'est pas solide, ce n'est pas militaire, mais ce n'est plus symbolique non plus. Les gens du quartier passent et saluent, un peu gênés, un peu rassurés. Le paradoxe commence. On aime être protégé, jusqu'au moment où la protection se retourne. À 10h20, un livreur à vélo tente de traverser pour rejoindre l'avenue. On lui demande où il va, pourquoi, pour qui, et il rit au début, croyant à une blague. Puis, il comprend que ce n'est pas une blague quand on lui demande une pièce d'identité. Il n'y a plus de police, mais il y a déjà un contrôle. À 11h, une femme du quartier s'indigne. Elle dit qu'on n'a pas le droit, que c'est n'importe quoi, qu'on n'est pas un pays en guerre. On l'écoute, puis quelqu'un répond calmement « c'est temporaire ». Et « temporaire » devient le mot qui excuse tout. À midi, la chaleur monte, et les nerfs aussi. Les enfants s'ennuient, les parents s'agacent, et les conversations tournent en boucle sur la même question. Combien de temps ça va durer ? Quand personne ne peut répondre, l'angoisse cherche un coupable. Et le coupable le plus simple, c'est l'extérieur. À 13h30, une deuxième feuille apparaît, plus stricte. Elle parle de circulation limitée, de visiteurs interdits, de déplacements à justifier. Le quartier n'a pas voté. Mais le quartier obéit, parce que désobéir, c'est devenir suspect. À 14h15, un homme rentre avec un sac plein. Du pain, des conserves, du lait en poudre et un paquet de piles. Les regards se plantent sur le sac comme sur une preuve. La question n'est plus « tu as trouvé où ?» c'est « tu as pris combien ?» À 15 ans, quelqu'un propose une mise en commun des ressources pour les cas urgents. L'idée est noble, et justement, c'est ce qui la rend irrésistible. On crée une caisse, puis un stock. Et dès qu'il y a un stock commun, il faut un responsable, puis un adjoint, puis un registre. À 16h10, le registre devient une liste des appartements. La liste devient une carte mentale du quartier. Et la carte devient un pouvoir. Personne ne dit « pouvoir », mais tout le monde commence à sentir qui le tient. À 17h11, un jeune homme qui vit seul refuse de donner quoi que ce soit. Il dit qu'il paie déjà des charges, qu'il n'a pas à nourrir tout le monde, qu'il n'a pas d'enfants. On le traite d'égoïste, puis de danger. Et soudain, sa porte n'est plus une porte, c'est un problème à gérer. À 18h20, une altercation éclate au point de contrôle. Un cousin d'une habitante veut entrer, juste pour vérifier qu'elle va bien. On lui refuse l'entrée et il insiste. 2 voisins se rapprochent, puis 4, et la discussion devient un cercle. On ne frappe pas, on ne casse rien, mais la scène suffit. Tout le monde comprend que le quartier peut dire non, et que ce non est désormais exécutoire. À 19h30, le couvre-feu est annoncé plus tôt. À partir de 21h, personne dehors, dit Karim. Et cette fois, c'est dit comme une règle. Les gens hochent la tête, et ceux qui ne hochent pas la tête restent silencieux. Le silence devient une forme de consentement. Jour 2, 22h15, on entend des pas rapides derrière les immeubles. Un groupe de 3 silhouettes, probablement des habitants d'un autre quartier, traverse en regardant autour. Au point de contrôle, on les interpelle. Ils expliquent qu'ils cherchent un proche, qu'ils ont marché longtemps, qu'ils ne savent pas où aller. La fatigue dans leur voix est réelle, et justement, c'est ce qui est dérangeant. Parce que si on les laisse passer, on ouvre une porte, et si on ferme la porte, on perd une part de soi. On choisit de fermer. On leur donne une bouteille d'eau, on leur dit de repartir par où ils sont venus, et on surveille leur départ comme s'ils avaient volé quelque chose. Quand ils disparaissent, quelqu'un murmure « On a bien fait !» Et personne ne répond, parce que répondre obligerait à réfléchir. Jour 3, 06h, le quartier est calme, mais ce n'est plus le calme d'avant. C'est un calme qui ressemble à une veille, comme si tout le monde attendait un incident pour justifier la suite. Les patrouilles se saluent entre elles. Elles portent des brassards improvisés, pas pour faire peur, mais pour être reconnues. À 07h20, une règle nouvelle apparaît. Signaler tout comportement inhabituel. C'est une phrase simple, mais elle transforme chaque habitant en capteur. Et quand tout le monde observe, tout le monde devient observé.
À 08h10, une voisine raconte qu'elle a vu la lumière d'une bougie chez le jeune homme égoïste. Elle insinue qu'il cuisine, qu'il cache, qu'il profite. La rumeur n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin d'un récit qui fait sens aux angoisses. À 09h, on frappe à sa porte, poliment d'abord, 2 personnes, puis 4, puis 8, pour discuter. Il ouvre, surpris, et on lui parle de solidarité. Mais la solidarité dans leurs yeux ressemble à une sommation. Il dit non. Encore, il dit qu'il a ses raisons, qu'il n'a blessé personne, qu'il n'a rien volé. Alors le ton change, légèrement. On dit « tu comprends pas l'urgence », puis « tu mets tout le monde en danger », et le quartier se découvre une justification morale pour la contrainte. À 10h15, on annonce des sanctions. Pas des coups, pas des prisonniers, non, quelque chose de civilisé. On parle d'exclure de la distribution commune, de refuser l'aide, de limiter l'accès. On invente une punition sociale qui peut briser quelqu'un sans laisser de traces. À 11h30, une mère de famille demande si c'est vraiment nécessaire. Elle a les yeux cernés, la voix basse, et elle veut juste dormir. Karim lui répond doucement « On n'a pas le choix ». Et ce « pas le choix » devient le marteau qui cloue la discussion. À midi, la chaleur est étouffante. L'eau commence à manquer dans certains appartements, et la pénurie transforme chaque robinet en symbole. On dit que ceux qui ont des réserves doivent déclarer. Le mot « déclarer » fait froid, parce qu'il vient d'un monde de formulaires et d'états, mais il sort maintenant d'une bouche de voisin. À 13 ans, au point de contrôle, on ajoute un cahier. Chaque entrée, chaque sortie, notée à la main. Le cahier ne sert pas à grand-chose, objectivement, mais il sert à une chose essentielle, faire comprendre que le quartier regarde. À 14h20, un adolescent rentre en courant, paniqué. Il dit qu'il a vu des gens se disputer plus loin, qu'il y a eu des cris, qu'il a peur que ça arrive ici. La peur s'étend comme une tache d'huile, et dans cette peur, les règles gagnent. À 15h10, quelqu'un propose d'installer un 2e point de contrôle à l'arrière pour éviter les intrusions. On accepte, parce qu'on s'imagine déjà l'intrusion. Et ce qu'on imagine finit toujours par sembler réel. À 16h40, un homme du quartier, discret, qui ne participait à rien, décide de sortir malgré l'avis général. Il veut rejoindre sa sœur à 2 rues. Il dit que c'est important. Au point de contrôle, on lui demande de revenir. Il refuse, il insiste, il lève un peu la voix. Et là, le moment exact arrive. Quelqu'un pose une main sur son épaule, pas pour le frapper, pour l'arrêter. Ce geste est minuscule, mais c'est le premier geste physique qui dit « Ta liberté s'arrête là où notre règle commence ». Le voisin se fige, puis se dégage. Il regarde autour comme s'il cherchait une autorité supérieure pour arbitrer. Il n'y en a pas. Il n'y a que des visages, et dans ces visages, une certitude nouvelle. On décide. À 17h05, l'homme tente de passer quand même. 2 personnes se mettent devant et il comprend qu'il ne passera pas sans provoquer un affrontement. Il recule, humilié, et l'humiliation est un carburant. Parce qu'une fois qu'on a humilié quelqu'un, on doit justifier l'avoir fait. Et pour justifier, on durcit la règle. À 18h, le quartier discute de cas particuliers comme un tribunal. On pèse les histoires, on soupçonne les intentions, et on oublie que ce sont des vies. On ne dit plus voisin, on dit individu, profil, risque. Le langage se déshumanise parce que c'est plus facile d'imposer des choses à un mot qu'à une personne. Jour 3, 19h30, un nouveau papier est scotché. Il est plus propre, presque officiel, avec des phrases courtes et des points. Il annonce le couvre-feu à 20h30. Il interdit les regroupements après 7h. Il demande de signaler tout déplacement non autorisé. Le quartier a désormais ses lois, et les lois, même écrites au feutre, ont ce pouvoir de devenir normales. À 20h20, une femme rentre tard, essoufflée, parce qu'elle aidait sa tante. Elle est du quartier, tout le monde la connaît. Mais ce soir-là, on ne voit pas son visage d'abord. On voit l'heure. On l'interroge, on lui demande pourquoi, on lui demande avec qui, et elle bafouille parce qu'elle n'avait pas imaginé devoir se justifier. Dans ses yeux, il y a une incompréhension profonde. C'est vous, c'est moi. On est ensemble. Et c'est là que la sécurité devient oppression, non pas dans un grand geste, mais dans une routine. Une routine où l'exception doit être prouvée, où la normalité doit être validée. À 21h, des pas se font entendre à l'arrière du quartier. Une silhouette s'approche, main visible, lente, prudente. C'est un homme âgé, perdu, qui cherche la rue d'à côté. Il explique qu'il ne voit plus bien, qu'il a pris le mauvais chemin. On l'entoure. On lui parle fort, pas par agressivité, mais parce qu'on a pris l'habitude d'être en alerte. Il tremble, et on interprète son tremblement comme un signe de mensonge, alors que c'est juste la peur de se faire juger par des inconnus, la peur d'être une menace, à cause d'un simple égarement. On finit par le raccompagner jusqu'à la sortie.
C'est humain, ça ressemble à de l'aide. Mais on le raccompagne comme on escorte un suspect. Et le vieux comprend, dans son corps, qu'il n'est plus dans un quartier. Il est dans une zone. Jour 3, 23h30, les patrouilles parlent de tenir jusqu'au matin. Elles parlent comme si elles étaient au front, alors qu'elles sont devant leur propre immeuble. Le plus vertigineux, ce n'est pas qu'elles exagèrent, c'est qu'elles y croient. Au fond, tout le monde a voulu faire bien, tout le monde a voulu éviter le chaos. Mais à force d'empêcher le chaos, on a fabriqué autre chose. Une discipline sans justice, une autorité sans responsabilité, une règle sans limite. Et dans le noir, derrière les rideaux, ceux qui n'osent plus parler regardent le nouveau monde s'installer. Ils comprennent que le danger n'est pas arrivé de l'extérieur. Il a poussé de l'intérieur, doucement, logiquement, avec des mots rassurants. Jusqu'au moment où le quartier n'a plus protégé les gens, il a protégé les règles.